L'éternisation de l'arbitraire. Ce livre où j'ai pu préciser, étayer et corriger mes analyses antérieures sur le même sujet, en m'appuyant sur les très nombreux travaux consacrés aux relations entre les sexes, met en question explicitement la question, obsessionnellement évoquée par la plupart des analystes et de mes critiques, de la permanence ou du changement, constaté ou souhaité, de l'ordre sexuel. C'est en effet l'importation et l'imposition de cette alternative naïve et naïvement normative qui conduisent à percevoir, contre toute évidence, le constat de la constance relative des structures sexuelles et des schèmes à travers lesquels elles sont perçues comme une manière condamnable et immédiatement condamnée, fausse et immédiatement réfutée par le rappel de toutes les transformations de la situation des femmes, de nier et de condamner les changements de cette situation. À cette question, il faut en opposer une autre, plus pertinente scientifiquement, et sans doute aussi, selon moi, plus urgente politiquement. S'il est vrai que les relations entre les sexes sont moins transformées qu'une observation superficielle ne pourrait le faire croire, et que la connaissance des structures objectives et des structures cognitives d'une société androcentrique particulièrement bien conservée, comme la société kabyle telle que j'ai pu l'observer au début des années 60, fournit des instruments permettant de comprendre certains des aspects les mieux dissimulés de ce que sont ces relations dans les sociétés contemporaines les plus avancées économiquement, il faut alors se demander quels sont les mécanismes historiques qui sont responsables de la déshistoricisation et de l'éternisation relative des structures de la division sexuelle et des principes de vision correspondants. Poser le problème en ces termes, c'est marquer un progrès dans l'ordre de la connaissance qui peut être au principe d'un progrès décisif dans l'ordre de l'action. Rappeler que ce qui, dans l'histoire, apparaît comme éternel n'est que le produit d'un travail d'éternisation qui incombe à des institutions interconnectées telles que la famille, l'église, l'État, l'école et aussi, dans un autre ordre, le sport et le journalisme. Ces notions abstraites étant de simples désignations sténographiques de mécanismes complexes qui doivent être analysés en chaque cas dans leur particularité historique. C'est réinsérer dans l'histoire, donc rendre à l'action historique, la relation entre les sexes que la vision naturaliste et essentialiste leur arrache. Et non, comme on a voulu me le faire dire, essayer d'arrêter l'histoire et de déposséder les femmes de leur rôle d'agent historique. C'est contre ces forces historiques de déshistoricisation que doit s'orienter en priorité une entreprise de mobilisation visant à remettre en marche l'histoire, en neutralisant les mécanismes de neutralisation de l'histoire. Cette mobilisation proprement politique, qui ouvrirait aux femmes la possibilité d'une action collective de résistance, orientée vers des réformes juridiques et politiques, s'oppose aussi bien à la résignation qu'encouragent toutes les visions essentialistes, biologistes et psychanalytiques, de la différence entre les sexes, qu'à la résistance réduite à des actes individuels ou à ces happenings discursifs toujours recommencés que préconisent certaines théoriciennes féministes, ces ruptures héroïques de la routine quotidienne, comme les parodic performances, chères à Judith Butler, demandent sans doute trop pour un résultat trop mince et trop incertain. Appeler les femmes à s'engager dans une action politique en rupture avec la tentation de la révolte introvertie, des petits groupes de solidarité et de soutien mutuel, si nécessaire soit-il dans la vicissitude des luttes quotidiennes, à la maison, à l'usine ou au bureau, ce n'est pas, comme on pourrait le croire et le craindre, les inviter à se rallier sans combat aux formes et aux normes ordinaires du combat politique, au risque de se trouver annexés ou noyés dans des mouvements étrangers à leurs préoccupations et leurs intérêts propres. C'est souhaiter qu'elles sachent travailler à inventer et à imposer au sein même du mouvement social et en s'appuyant sur les organisations nées de la révolte contre la discrimination symbolique dont elles sont avec les homosexuels une des cibles privilégiées, des formes d'organisation et d'action collective et des armes efficaces, symboliques notamment, capables d'ébranler les institutions qui contribuent à éterniser leur subordination. Préambule. Je ne me serais sans doute pas affrontée à un sujet aussi difficile
si je n'y avais été entraînée par toute la logique de ma recherche. Je n'ai jamais cessé en effet de m'étonner devant ce que l'on pourrait appeler le paradoxe de la doxa. Le fait que l'ordre du monde tel qu'il est, avec ses sens uniques et ses sens interdits, au sens propre ou au sens figuré, ses obligations et ses sanctions, soit grosso modo respecté, qu'il n'y ait pas davantage de transgression ou de subversion, de délit et de folie. Il suffit de penser à l'extraordinaire accord de milliers de dispositions ou de volontés que supposent 5 minutes de circulation automobile sur la place de la Bastille ou de la Concorde. Ou, plus surprenant encore, que l'ordre établi, avec ses rapports de domination, ses droits et ses passe-droits, ses privilèges et ses injustices, se perpétue en définitive aussi facilement, mis à part quelques accidents historiques, et que les conditions d'existence les plus intolérables puissent si souvent apparaître comme acceptables et même naturelles. Et j'ai aussi toujours vu dans la domination masculine, et la manière dont elle est imposée et subie, l'exemple par excellence de cette soumission paradoxale, effet de ce que j'appelle la violence symbolique, violence douce, insensible, invisible pour ses victimes mêmes, qui s'exerce pour l'essentiel par les voies purement symboliques de la communication et de la connaissance, ou plus précisément de la méconnaissance, de la reconnaissance ou, à la limite, du sentiment. Cette relation sociale extraordinairement ordinaire offre ainsi une occasion privilégiée de saisir la logique de la domination exercée au nom d'un principe symbolique connu et reconnu par le dominant comme par le dominé, une langue ou une prononciation, un style de vie ou une manière de penser, de parler ou d'agir, et, plus généralement, une propriété distinctive, emblème ou stigmate, dont la plus efficiente symboliquement est cette propriété corporelle parfaitement arbitraire et non prédictive qu'est la couleur de peau. On voit bien qu'en ces matières, il s'agit avant tout de restituer à la doxa son caractère paradoxal, en même temps que de démonter les processus qui sont responsables de la transformation de l'histoire en nature, de l'arbitraire culturel en naturel. Et pour ce faire, d'être en mesure de prendre sur notre univers et notre propre vision du monde, le point de vue de l'anthropologue, capable à la fois de rendre au principe de la différence entre le masculin et le féminin tel que nous la méconnaissons, son caractère arbitraire, contingent et aussi, simultanément, sa nécessité sociologique. Ce n'est pas par hasard que lorsqu'elle veut mettre en suspens ce qu'elle appelle magnifiquement le pouvoir hypnotique de la domination, Virginia Woolf s'arme d'une analogie ethnographique rattachant génétiquement la ségrégation des femmes au rituel d'une société archaïque. Ouvrez les guillemets. Inévitablement, nous considérons la société comme un lieu de conspiration qui engloutit le frère que beaucoup d'entre nous ont des raisons de respecter dans la vie privée et qui impose à sa place un mal monstrueux, à la voix tonitruante, au point dur, qui d'une façon puérile inscrit dans le sol des signes à la craie, ces lignes de démarcation mystiques entre lesquelles sont fixés, rigides, séparés, artificiels, les êtres humains. Ces lieux où, paré d'or et de pourpre, décoré de plumes comme un sauvage, il poursuit ses rites mystiques et jouit des plaisirs suspects, du pouvoir et de la domination, tandis que nous, ces femmes, nous sommes enfermés dans la maison de famille sans qu'il nous soit permis de participer à aucune des nombreuses sociétés dont est composée sa société. Fermez les guillemets. Ligne de démarcation mystique, rite mystique, ce langage, celui de la transfiguration magique et de la conversion symbolique que produit la consécration rituelle, principe d'une nouvelle naissance, encourage à diriger la recherche vers une approche capable d'appréhender la dimension proprement symbolique de la domination masculine. Il faudra donc demander à une analyse matérialiste de l'économie des biens symboliques les moyens d'échapper à l'alternative ruineuse entre le matériel et le spirituel, ou l'idéal, perpétué aujourd'hui à travers l'opposition entre les études dites matérialistes, qui expliquent l'asymétrie entre les sexes par les conditions de production, et les études dites symboliques, souvent remarquables mais partielles. Mais auparavant, seul un usage très particulier de l'ethnologie peut permettre de réaliser le projet, suggéré par Virginia Woolf,
d'objectiver scientifiquement l'opération proprement mystique dont la division entre les sexes telle que nous la connaissons est le produit. Ou, en d'autres termes, de traiter l'analyse objective d'une société de part en part organisée selon le principe androcentrique, la tradition kabyle, comme une archéologie objective de notre inconscient, c'est-à-dire comme l'instrument d'une véritable socio-analyse. Ce détour par une tradition exotique est indispensable pour briser la relation de familiarité trompeuse qui nous unit à notre propre tradition. Les apparences biologiques et les effets bien réels qu'a produit dans les corps et dans les cerveaux un long travail collectif de socialisation du biologique et de biologisation du social se conjuguent pour renverser la relation entre les causes et les effets et faire apparaître une construction sociale naturalisée, les genres en tant qu'habitus sexués, comme le fondement en nature de la division arbitraire qui est au principe et de la réalité et de la représentation de la réalité et qui s'impose parfois à la recherche elle-même. Mais cet usage quasi analytique de l'ethnographie, qui dénaturalise en l'historicisant ce qui apparaît comme le plus naturel dans l'ordre social, la division entre les sexes, ne risque-t-il pas de mettre en lumière des constances et des invariants qui sont au principe même de son efficacité socio-analytique, et par là d'éterniser, en la ratifiant, une représentation conservatrice de la relation entre les sexes, celle-là même que condense le mythe de l'éternel féminin. C'est là qu'il faut affronter un nouveau paradoxe propre à contraindre à une révolution complète de la manière d'aborder ce que l'on a voulu étudier sous les espèces de l'histoire des femmes. Les invariants qui, par-delà tous les changements visibles de la condition féminine, s'observent dans les rapports de domination entre les sexes, n'obligent-ils pas à prendre pour objet privilégié les mécanismes et les institutions historiques qui, au cours de l'histoire, n'ont pas cessé d'arracher ces invariants à l'histoire. Cette révolution dans la connaissance ne serait pas sans conséquence dans la pratique, et en particulier dans la conception des stratégies destinées à transformer l'état actuel du rapport de force matériel et symbolique entre les sexes. S'il est vrai que le principe de la perpétuation de ce rapport de domination ne réside pas véritablement, ou en tout cas principalement, dans un des lieux les plus visibles de son exercice, c'est-à-dire au sein de l'unité domestique, sur laquelle certains discours féministes a concentré tous ses regards, mais dans des instances telles que l'école ou l'État, lieu d'élaboration et d'imposition de principes de domination qui s'exercent au sein même de l'univers le plus privé. C'est un champ d'action immense qui se trouve ouvert aux luttes féministes, ainsi appelées à prendre une place originale et bien affirmée au sein des luttes politiques contre toutes les formes de domination.